Claude du collectif Escape and Games. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce troisième webinaire qui est organisé par le collectif qui est depuis devenu une association d'ailleurs. Nous sommes très heureux que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Pour des raisons un peu pratiques, je n'ai pas encore activé les micros en ce qui vous concerne. Je le ferai quand on aura terminé le webinaire avec Antoine et donc vous pourrez éventuellement lui poser directement vos questions. Si d'ici là, vous aviez un quelconque questionnement au cours de l'exposé d'Antoine, vous pouvez vous exprimer via le chat et avec Christelle, on s'occupera de la modération de tout ça. Eh bien, je vous souhaite à tous un bon webinaire et je vais laisser la parole dans quelques minutes à Christelle qui va donc vous présenter Antoine. Merci Anne-Claude. Alors bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième webinaire de rentrée. Alors comme vous l'a annoncé Anne-Claude précédemment, aujourd'hui c'est le grand Antoine Tally qui nous fait l'honneur d'avoir accepté notre invitation au rendez-vous webinaire d'Escape and Games. Alors voilà, nous à Escape and Games, nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer Antoine et animer notamment une table ronde avec lui durant les SEG Awards l'an dernier. Et aussi, nous l'avons accueilli à Édu-Ludique, qui est le salon des jeux sérieux et jeux d'évasion à l'atelier Canopée de Mont-Saint-Aignan. Donc voilà, et donc là, en quelques mots, je vais vous présenter Antoine. Alors, Antoine est responsable de cours de biologie et du diplôme interuniversitaire Apprendre par le jeu à l'Université de Paris. Il explore l'utilisation de jeux et d'outils ludiques pour enseigner les propriétés des protéines et de l'ARN. Il est également chercheur au CNRS et travaille sur les récepteurs de neurotransmetteurs, leur rôle dans les pathologies telles que Alzheimer, les douleurs, l'épilepsie, et leur interaction avec les ligands, la nicotine, le Prozac, etc. Alors, durant son intervention, comme vous savez, qui est intitulée « Sortir de la pièce, mais pas du cercle magique dans un Serious Escape Game », Antoine se propose de nous définir ce qu'est le cercle magique et également ce que l'on peut faire ou pas dans un Serious Escape Game. Alors, ce domaine n'aura plus de mystère pour vous après avoir assisté à cette intervention. Alors là, j'ai une question. Chers participants, êtes-vous prêts, vous aussi, à entrer dans le cercle magique d'Antoine et passer un moment tout aussi magique? Voilà, Antoine, la parole est à toi. Bonjour à tous. Alors j'espère que tout le monde m'entend. Donc je vais vous raconter effectivement 2-3 choses autour du cercle magique. Je ne parlerai pas des récepteurs aujourd'hui. Et donc effectivement, on va voir un peu l'intersection entre cette notion de cercle magique et les services escape game. Donc pour entrer un peu dans le vif du sujet, ah oui, c'est ça, ça y est, je l'ai. Donc sur la deuxième diapo, j'ai un truc qui est tout bête, qui est le plan, qui est de présenter d'abord trois aspects théoriques, notamment la notion de cercle magique. Ensuite, voir un petit peu ce qu'on connaît sur les Serious Escape Games. Il n'y a pas beaucoup de littérature, mais il y en a un tout petit peu. Et puis ensuite, donner 2 exemples qui sont des exemples de choses qui, dans un cas, fonctionnent pas mal, et puis dans l'autre, n'a pas très bien fonctionné. Et puis essayer éventuellement de comprendre pourquoi et donc comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de problème. Alors le premier aspect, c'est qu'est-ce que c'est qu'un escape game. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais je voudrais juste être sûr qu'on est d'accord. Donc les caractéristiques qui sont essentielles, c'est qu'il y a une pièce et qu'il faut en sortir. Que ce soit une pièce qui est réelle ou que ce soit une pièce qui soit figurée avec les escape games qui se jouent sous forme de cartes, par exemple, ça ne change pas tellement le principe. Et puis en général, il y a des énigmes à résoudre. Et puis une autre caractéristique qui est importante, c'est que ça se joue en équipe. Voilà. Et donc, c'est que ça soit un escape game juste pour le jeu ou qui soit sérieux, donc Serious Escape Game qu'on résume par SEG, c'est un jeu et du coup ça nous amène à nous pencher sur la notion de jeu et ce que c'est qu'un jeu. Donc je vais vous proposer de passer par 2 auteurs, un premier qui est relativement récent, que j'aime bien moi, qui a proposé une définition du jeu. Donc c'est Jesper Juhl.
Et il a présenté donc 6 règles qui permettent de déterminer si une activité est un jeu ou pas. Donc la 1re, c'est qu'il y a des règles. Les points 2 ou 3, là on retrouve le fait qu'on est capable de déterminer si on a gagné ou pas dans le jeu. Et les points 4 ou 5, c'est l'idée que le joueur cherche à gagner. Et puis il y a un 6e point qui pour moi est particulièrement important, qui est celui qu'on peut jouer avec ou sans conséquences dans la vie réelle. On va y revenir, et en fait, ça ouvre la possibilité à avoir des jeux qu'on utilise pour un objectif sérieux. Donc ça, c'est plutôt positif et ça nous ramène, là pour le coup, il faut revenir pas mal en arrière, à un auteur qui a travaillé beaucoup dans les années 30. Donc ça, c'est la diapo suivante. Johan Huizinga, qui est un Hollandais qui avait donc travaillé dans les années 30. Le livre est sorti en français dans les années 50. Et donc je vous recommande le livre si vous ne l'avez pas déjà lu. Il est particulièrement intéressant. Et lui, il était parti d'une définition du jeu qui était très très large. Donc là, on n'est pas sur le jeu avec règles. On part aussi avec le jeu d'acteur, par exemple. Et il s'est intéressé à toutes les activités qui pourraient avoir ces caractéristiques-là. Et une grosse nouveauté de son travail, c'est la définition de ce cercle magique. Et si on rentre un peu dans le détail de ce qu'il entend par cercle magique, on va voir la définition qu'il donne derrière. Et donc, il donne cette idée de séparation entre la vie courante et le jeu. Donc, c'est une séparation qui se fait d'un point de vue géographique et d'un point de vue temporel. Et il donne plein d'exemples. Donc là, vous avez sur cette citation tennis, la marelle, l'échiquier, mais il va aussi jusque la notion de religion ou de politique. Et donc on a cette idée qu'il y a une délimitation, un intérieur et un extérieur de ce qu'est le jeu. Le jeu commence à un moment et s'arrête, et puis il est restreint dans un espace. Et il y a aussi cette notion que ce cercle magique qui délimite le jeu, il permet à ce que les joueurs soient protégés de l'extérieur. Quand on décide de rentrer dans le cercle magique, on peut faire des choses dans un jeu qu'on ne ferait pas autrement, mais on le fait parce qu'on est dans une situation qui est protégée. Et d'ailleurs, ça sert à quelque chose qu'on retrouve aussi chez les animaux. En fait, ils jouent quand ils sont pas en danger. Donc ça, c'est une notion qui est importante, qu'on a dans la définition des jeux en général. Avec les escape games, finalement, c'est assez rigolo parce qu'on trouve une espèce de superposition entre les limites de la pièce et les limites du jeu. Et donc, on va rentrer dans la pièce et rentrer dans le jeu, et puis on va essayer de ressortir de la pièce. Et finalement, ça correspond à la fin du jeu. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il peut y avoir parfois une délimitation qui est pas tout à fait superposée. Donc ça, c'est un peu le thème de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors donc du coup, moi quand j'ai essayé de réfléchir à ça pour préparer la présentation, j'ai essayé de poser des questions en fait auxquelles on pourrait essayer de répondre ensemble. D'une part, la question de l'étanchéité, donc à quel point le cercle magique est parfaitement étanche et sépare complètement l'intérieur de l'extérieur. Évidemment, quand on utilise un jeu avec un objectif sérieux, on espère bien que ce n'est pas complètement étanche, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc il faut qu'il y ait une certaine porosité, et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de s'amuser avec cette porosité, et qui éventuellement permettra aux escape games d'avoir un potentiel pour les applications sérieuses. Et puis, évidemment, il y a aussi la notion de limite qui était introduite tout à l'heure dans le speech d'introduction, parce que tout n'est pas possible. Voilà, donc c'est avec ça qu'on va partir aujourd'hui.
Alors voilà, pour travailler sur la notion de porosité, je voulais vous montrer ces résultats qui sont tout récents, là, qui ont été publiés cette année, et qui répondent à une question qui est importante, c'est celle des observations qu'on fait à l'intérieur du jeu. On entend souvent des gens dire: «Ah ben, on voit bien à l'intérieur du jeu qu'il se passe quelque chose». Et en fait, de manière implicite, on suppose que ce qu'on voit à l'intérieur du jeu est vrai aussi à l'extérieur du jeu. Ce qui est montré sur cette diapositive, c'est un exemple d'une étude qui a été menée avec pour objectif de démontrer de manière formelle que les observations qui sont faites à l'intérieur d'un jeu sont aussi valables à l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est une étude sur les capacités de navigation d'un certain nombre de personnes qui ont été testées dans le cadre d'un jeu vidéo. Donc, les personnes devaient manœuvrer un bateau à travers une espèce de labyrinthe dans des canaux. Et puis ensuite, il y a un test qui a été fait en ville avec les mêmes personnes. Et ce qu'on voit à droite, c'est le fait qu'il y a une corrélation, alors qui n'est pas parfaite, mais enfin, il y a une corrélation qui montre qu'il y a un lien, qu'on peut, au moins en partie, extrapoler ce qu'on a vu à l'intérieur du jeu vers ce qui se passe dans la vie réelle. Et ça, c'est un travail qui est pas fait de manière très, très régulière, et donc qui pourtant est indispensable. Si on veut pouvoir extraire les choses du jeu vers l'extérieur, il faut pouvoir faire ce type de travail, en tout cas quelque chose de similaire, qui montre que ce qu'on a vu à l'intérieur du jeu est toujours valable à l'extérieur, sachant qu'évidemment, puisque on utilise le jeu pour qu'il s'y passe des choses qui sont particulières, on accepte quand même l'idée que peut-être tout ce qui se passe à l'intérieur du jeu n'est pas similaire à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est un peu un point de départ pour travailler sur cette porosité. Et du coup, la question, c'est est-ce que la même chose peut être trouvée dans un escape game, en particulier avec un objectif sérieux? Et je pense que vous avez, pour la plupart, entendu parler de l'utilisation d'escape game pour du team building ou du recrutement. Et donc là, on peut se poser la question de savoir si ce qui a été observé à l'intérieur du jeu peut être réutilisé à l'extérieur. Et je voudrais attirer votre attention donc sur 3 points de construction d'un escape game qui est asymétrique, qui éventuellement peut être influencé par l'extérieur, le contexte, et qui, comme j'ai dit tout à l'heure, est un jeu collectif. Alors le premier point, c'est que le jeu est asymétrique. Donc on a en général plusieurs énigmes et très très souvent, une partie des énigmes se joue en parallèle. Donc il y a plusieurs joueurs ou plusieurs sous-groupes de joueurs qui en parallèle vont résoudre ces différentes énigmes, ce qui veut dire que tous les joueurs n'auront pas eu accès à toutes les mêmes informations ou à toutes les mêmes opportunités. Et ce que ça veut dire, c'est que si on essaye de juger des gens sur leurs capacités, on va les juger alors qu'ils n'ont pas été dans des situations équivalentes. Et donc, quand on l'utilise pour faire de la formation, par exemple, on va s'appuyer sur le débriefing pour s'assurer que tous les participants ont accès à toutes les informations. Une autre caractéristique, c'est l'influence du contexte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très très bien dans la définition du jeu, que selon les différentes personnes, il peut y avoir des conséquences qui sont différentes. C'était le 6e point, la définition de Jules. Un joueur amateur et professionnel, par exemple, ne vont pas jouer de la même manière et ne vont pas apprécier les conséquences du jeu de la même manière. Ensuite, il y a une étude qui a été faite avec un serious game qui n'était pas un escape game, mais un serious game, qui a montré qu'en fonction de l'expérience en tant que joueur des participants, ces participants avaient des façons de jouer et des façons de se comporter qui étaient différentes. Que quelqu'un qui était très joueur avant, par exemple, pouvait avoir un avantage. Et puis enfin, il y a une étude qui a été faite dans un serious escape game qui a montré un biais de genre sur le comportement à l'intérieur d'un escape game et sur l'expérience, ce qu'on appelle le flow. Et donc là, typiquement, si on décide d'utiliser ce qu'on va voir à l'intérieur d'un escape game
pour faire du recrutement, eh ben, on va introduire ce biais-là. Donc voilà, ça fait partie des choses auxquelles on peut avoir envie de penser quand on utilise des escape games pour des objectifs sérieux. Voilà, ça c'est un peu les éléments de contexte. Et puis il y a la notion de jeu collectif. Alors le point qui est positif, c'est que du coup, il y a des études qui ont été faites sur la possibilité d'utiliser des escape games pour faire de l'apprentissage du travail en équipe. Et ça, il y a 2 études qui sont sorties qui ont montré qu'il y avait sans doute une capacité à développer la dynamique de groupe dans le cadre des escape games. Donc ça, c'était quelque chose qui était, je dirais, plutôt positif par rapport à des utilisations qui sont faites. Et puis, ce qu'on a vu là pas mal en détail, je pense que j'ai été même un peu lourd sur le sujet, c'est qu'il y a des caractéristiques des escape games qui font que c'est une situation qui est atypique pour évaluer les choses. Et puis il y en a d'autres dont on n'a pas encore parlé, mais qui sont le fait que en général on est en temps limité, on est dans un espace qui est réduit, et très souvent on est dans une communication qui est principalement verbale. Et ça, c'est une situation de travail collaboratif qui n'est pas une situation typique de travail collaboratif. Ce qui veut dire que si on évalue la capacité des gens à travailler en équipe dans cette situation-là, en fait, on a quelque chose qui n'est pas forcément conforme à ce qu'on retrouvera ensuite en situation plus classique. Voilà. Donc, en toute rigueur, avec ces données-là, c'est assez difficile d'imaginer qu'on peut utiliser un escape game pour faire de l'évaluation, par exemple dans le cadre d'un recrutement. Bon, donc une fois qu'on a tous ces éléments-là en tête, on se repose la question de savoir à quel point le cercle magique dans le cadre d'un escape game est étanche ou pas. On a vu qu'il y avait un potentiel pour développer les compétences de travail en groupe. Donc ça, c'est dans le sens de la porosité et des choses qui peuvent être positives. Mais on a aussi vu qu'il y a un certain nombre de raisons de penser que pour l'évaluation, ce n'est pas forcément un outil qui est fiable. Et puis, on n'a pas forcément énormément d'autres données dans la littérature. C'est pour ça que j'ai cette image qui représente un peu la littérature sur le sujet. Mais il y a quand même 2-3 choses qu'on a dans les cartons que je voudrais vous présenter qui peuvent permettre de continuer un petit peu la discussion sur le sujet. Donc, le premier, c'est un exemple qui est utilisé en formation, dans un cadre de formation continue en entreprise. Et donc le dispositif qui est utilisé, c'est un Serious Escape Game qui est hybride, qui est en fait un dispositif qui rentre dans un attaché case qu'on doit ouvrir, et puis on doit ouvrir les différentes boîtes qui sont à l'intérieur. Et ça se fait avec des gens qui sont autour d'une table. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut atteindre l'objectif sérieux avec ce type de dispositif? Et puis éventuellement se poser la question de savoir quels sont les facteurs qui font que ça marche, si effectivement on a vu que ça a fonctionné. Donc ça, c'est une étude qui est réalisée avec Lydia Martin et Julien Alvarez, qu'on devrait soumettre le mois prochain pour publication. Donc le dispositif, il ressemble un peu à celui qui est à gauche. Enfin, ce n'est pas l'image du dispositif parce qu'il fallait une image qui soit dont les droits soient utilisables. Mais voilà, c'est le principe de cet escape game qui est enfermé dans un attaché case. Et ce que vous voyez à droite, c'est les résultats du débriefing qui sont faits sous forme de dessins que les participants font pour expliquer ce qu'ils ont appris grâce à cet escape game. Et donc là, avec ce dispositif-là, l'objectif, c'est de travailler sur des problèmes que peuvent avoir les personnes qui travaillent dans ce service d'un assureur, où ils sont en contact avec des assurés. Et l'objectif, c'est de travailler sur la difficulté qu'ils peuvent avoir à la gestion des émotions, leurs propres émotions et les émotions des gens qui sont en face d'eux. C'est un sujet qui est difficile, donc du coup, c'est intéressant de pouvoir l'aborder avec un dispositif de jeu qui permet d'écarter un peu la charge émotionnelle pour débriefer le sujet. Et ce dispositif-là a été utilisé.
Et ce qu'on a essayé de regarder, c'est si on trouvait des effets de cette session de formation. Et donc la façon dont ça a été fait, c'est que, il y a un questionnaire qui a été envoyé, après la formation et donc il y avait une série de questions, qui, permettaient de travailler sur 3 aspects. Le premier, c'est, est-ce que, cette expérience, a été vécue comme un jeu? Et est-ce que les comportements des personnes, correspondent à ce qu'on sait être des comportements qu'on attend dans le cadre d'un jeu? Le deuxième aspect, c'est, la perception que les personnes qui ont participé à cette formation avaient du potentiel, de ce jeu pour les aider à progresser heu, dans ce sujet qui était évidemment difficile. Et puis la dernier aspect, c'est, est-ce que ça a eu des résultats dans leur expérience professionnelle ensuite? Et c'est ça qu'on a essayé de mesurer. Heu et le résultat, c'est, je dirais en 3 points. Le 1er, c'est qu'ils décrivent quasiment tous, sauf un, l'expérience comme étant un jeu. Quand on regarde en détail les comportements qu'ils ont eus, en fait, il y en a une majorité qui a eu des comportements qu'on peut associer à quelqu'un qui est en train de jouer, mais il y en a certains qui, décrivent des comportements qui ne correspondent pas à quelqu'un qui est en train de jouer. Donc là, si on revient sur la définition de Jespergel, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que c'est un jeu, mais que finalement, enfin eux, je ne sais pas, mais moi en tout cas quand j'analyse leur comportement, je ne considère pas qu'eux étaient en train de jouer. Donc on a cette différence. Certains jouaient, d'autres pas. Et ça on reviendra dessus ensuite. Le deuxième aspect, c'est que du coup, on leur demande si oui ou non ils pensent que c'est une façon appropriée d'aborder le problème et certains sont convaincus qu'il y a un potentiel de ce type de formation pour les aider à progresser. D'autres ont des réponses qui suggèrent qu'ils sont, disons, au mieux pas convaincus. Et le troisième aspect, c'est qu'il y en a certains qui ont eu des changements de comportement, c'est-à-dire qu'ils ont changé leur façon de procéder au travail, avec notamment des choses qui sont objectives. Donc même si c'est un questionnaire qu'on leur envoie, évidemment on est sur quelque chose qui est déclaratif, objectivement ils utilisent un memento qu'on leur a fourni, donc ceux qui l'utilisent, souvent on peut supposer qu'ils ont effectivement changé leur comportement. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on a mesuré les corrélations entre l'expérience en tant que jeu et la perception du potentiel de la session avec le changement de comportement. Et ce qu'on voit, c'est que l'expérience en tant que jeu n'est pas corrélée avec le changement de comportement. Par contre, la perception du potentiel, elle, est corrélée avec le changement de comportement. Donc finalement, l'indication qu'on aurait, c'est que le facteur décisif pour avoir ce changement de comportement, pour avoir un effet du jeu dans la vie de tous les jours, c'est pas tellement est-ce que les gens ont vraiment joué ou pas, mais c'est plutôt est-ce qu'ils étaient prêts à accepter que cette forme de formation pourrait avoir un impact ensuite. Donc évidemment, c'est difficile de passer de cette corrélation à un lien de causalité. Ça, il faudra qu'on l'étudie plus en détail. Mais c'est voilà, une première indication sur cette notion de porosité et la capacité d'un serious escape game à avoir des effets dans la vie de tous les jours. Et ceux qui étaient déjà convaincus, peut-être, qui ont permis ensuite au jeu d'avoir un effet. Voilà, ça, ce sera à étudier plus en détail dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors, le deuxième exemple dont je voulais parler, c'est un exemple pour le recrutement. Donc la toute première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y a des acteurs du marché de l'emploi qui utilisent des serious escape games pour le recrutement? Et si oui, quel est l'objectif? Est-ce que c'est de préparer les demandeurs d'emploi ou est-ce que c'est de faire en tant que tel du recrutement? Et
dans tout ça, comment est-ce que est perçu le fait qu'on utilise ce genre de dispositif pour, dans un cadre d'emploi et de recrutement. Donc ça, c'est une étude qui est faite à nouveau avec Lydia Martin, mais aussi avec Philippe Inoblik et Marie-Hélène Ferrer. Et à nouveau, c'est un papier à soumettre dans les semaines qui viennent, donc à nouveau, vous avez la primeur des résultats. Alors, on s'est penché sur l'acteur majeur de l'emploi, qui est Pôle emploi. Et puis, donc on peut trouver en ligne sur le site de Pôle emploi des indications qu'ils utilisent éventuellement des escape games pour observer des comportements et pour faire la sélection de demandeurs d'emploi. Et si on regarde un peu plus en détail, disons, sur la communication un peu institutionnelle autour de tout ça, on a deux types de réactions. Il y a les documents de communication de Pôle emploi qui dit, par exemple, là, ce qu'a souligné, que c'est un très bon outil de traduction et d'analyse des compétences en comportement observable. Bon. Donc, a priori, vu de manière très positive. Et puis, si on regarde en dessous ce qu'en pensent les délégués du personnel, là, on a sur quelque chose qui est beaucoup moins positif. Donc, nous avons connaissance d'actions de type escape game en PACA à destination des demandeurs d'emploi. Est-il prévu en PACA de développer un recrutement type Ninja Warrior ou koh Donc là, je pense que tout le monde verra qu'on n'est pas dans le hyper positif. Et donc, on s'est demandé si on pouvait aller un peu plus loin et voir s'il y avait d'autres dispositifs de ce type-là. Donc sur cet escape game-là en particulier, on n'avait pas beaucoup de données. On est allé voir une autre expérience qui est intéressante aussi, qui est pas un escape game, qui est un dispositif qui est détourné du télécrochet This is the Voice qui passe sur la télé et donc qu'ils ont intitulé transformé This is the Job. Et donc là, on a plusieurs conseillers Pôle emploi qui sont face à une table et qui vont auditionner des demandeurs d'emploi. Et donc ça va ressembler un petit peu à ce qu'on voit à la télé, dans le sens où le demandeur d'emploi va être face à des conseillers qui ont le dos retourné. Et donc l'idée, c'est que si la présentation qui est faite est convaincante, à ce moment-là, il y a au moins une des personnes qui se retournera et qui du coup pourra donner des opportunités aux demandeurs d'emploi qui s'est présenté. Bon. On va passer directement, je pense, à une partie des réactions. Donc, on a analysé en fait sur Internet les réactions qui étaient faites à partir d'un article de presse qui présentait le dispositif. Et donc, il y a une analyse sémantique qui a été faite par Philippe, donc je vous laisse regarder les mots qui sortent, qui sont les plus gros, sont ceux qui reviennent le plus souvent et qui sont les plus forts. Et évidemment, les mots qui ressortent ne sont pas ceux qui sont les plus positifs. Hein. On a plutôt de l'humiliation que du bien-être, plutôt de l'anxiété que du sang-froid ou du calme, plutôt de la malveillance, l'agressivité et de la haine que de la bienveillance qui sont exprimées. Donc là, les gens réagissent très très fortement. Si on analyse un peu plus en détail, on a des mots qui ressortent avec le registre qui tourne autour de la honte et de l'humiliation qui est très très fort. Donc, au sens propre, c'est ce qui ressort très largement. Et puis il y a un petit peu au sens figuré aussi. Et puis si on va sur ce qui est la malveillance, on retrouve, je vous laisse lire les termes, hein. Évidemment, je ne vais pas les répéter à une heure de grande écoute un mercredi après-midi. Mais voilà, les réactions sont très très fortes. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens réagissent de manière aussi forte? Donc évidemment, on peut interroger des gens qui sont à Pôle emploi et qui ont donc si on cherche par exemple dans la presse, on trouve des exemples de retour. On avait pu interviewer quelqu'un qui était qui est aussi dans la même région où ça s'était mené et qui indiquait des choses similaires, c'est-à-dire
que dès qu'il y a de l'innovation, les gens réagissent mal. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont avancées, mais on peut sans doute creuser un petit peu plus les raisons qui font que les gens réagissent aussi fort. Et c'est peut-être qu'ils détectent quelque chose qui n'est pas tout à fait, qui est pas tout à fait correct. Et donc, en fait, on peut faire la comparaison avec un autre dispositif. Donc, c'est l'exemple Panicopore dans le sud de la France. Donc là, c'est un escape game et pour le coup, il y a peu de réactions qui sont sur Internet et plutôt des choses qui sont positives. Et a priori, il y a une différence qui est énorme entre les deux dispositifs. C'est que dans ce cadre-là, les demandeurs d'emploi ne risquent rien. Ils viennent pour être sensibilisés au métier de la mer. Et tout ce qui peut arriver, c'est qu'à la fin, ils aient envie de continuer à avoir des informations supplémentaires. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque, contrairement à la situation qu'on a vue précédemment où les participants sont volontaires, en tout cas c'est ce qui est toujours déclaré par les agences Pôle emploi qui l'ont mis en place. Mais cela dit, ils cherchent à obtenir des stages ou des jobs et donc il y a des conséquences qui sont importantes, positives ou négatives, et donc il y a un enjeu qui est important. Et donc là, on a dans le cadre de This is the Job, on a un dispositif dans lequel il y a une rupture du cercle magique, on a des conséquences dans la vie réelle qui sont importantes. Et dans l'exemple de Panicopore, on a un cas où il n'y a pas tellement de conséquences dans la vie réelle. Et donc, on voit que d'un côté, on a beaucoup de réactions, de l'autre, on n'en a pas. Donc, bon, ça reste de la spéculation, mais on peut supposer que c'est cette différence-là qui fait que dans un cas, il y a une réaction et l'autre pas, et que les gens ont bien perçu intuitivement que dans un cas, il y a un problème et dans l'autre, il n'y en a pas forcément. Et donc, pour conclure sur cette histoire This is the Job, la première conclusion qu'on tire, c'est que le problème existe et l'action a été menée. Et les réactions qu'on retrouve, notamment sur Internet, montrent qu'il y a un problème. Mais comme je disais juste avant, Pôle emploi n'est pas nécessairement l'explication, l'innovation n'est pas nécessairement l'explication, puisque si on fait le contraste avec l'escape game sur les métiers de la mer, c'était Pôle emploi, c'est innovant, mais il n'y a pas de réactions qui sont énormes. Donc le problème viendrait peut-être plutôt de cette rupture du cercle magique. Et puis bon, on a fait l'année dernière un petit papier pour donner des recommandations pour faire des jeux sérieux. Et en fait, on avait juste donné 10 règles, mais si on reprend ces 10 règles, il y en a au moins 4 qui pourraient être appliquées dans ce cas-là et qui pourraient éventuellement permettre de ne pas tomber dans ce genre de piège-là. Le premier, c'est d'ajuster l'équilibre entre amusement et sérieux. Est-ce qu'on est plus dans l'amusement, plus dans le sérieux, voilà, et à quel point on peut mélanger les deux. Il y en a un autre qui est de favoriser la façon dont les gens rentrent dans le jeu et y restent. Le sixième conseil chez nous, donc le troisième que je présente ici, c'est d'avoir un narratif qui est approprié. Là, typiquement, dans le cas de This is the Job, le télécrochet, c'était sans doute pas l'univers narratif idéal pour se présenter face à des demandeurs d'emploi. Et le dernier, c'est de tester de manière itérative ce qui marche ou pas. Là, pour le coup, ils ont réagi chez Pôle emploi, ils ont interrompu l'expérimentation puisque ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc j'ai juste mis la référence pour que ceux qui veulent puissent aller retrouver la totalité des 10 conseils. Et je vais terminer en concluant sur le fait que voilà, on peut faire quelques recommandations, mais qu'on a besoin de continuer à faire de la recherche. Donc j'essaie de vous présenter des résultats, je dirais tout frais, même pas encore tout à fait publiés, mais il reste plein de choses à regarder en détail. Et un point sur lequel j'insisterai quand même, c'est cette nécessité de tester la pertinence des observations qui sont faites dans un SEG. J'ai insisté au tout début sur le fait que parfois on peut
faire une corrélation entre les observations qu'on fait dans un jeu et celles qu'on peut faire à l'extérieur d'un jeu, mais que dans le cas des escape games, il y a plein d'indications sur le fait que c'est pas strictement évident que c'est possible. Et donc ça demanderait à être testé en détail. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair, mais de toute façon, je serais ravi de répondre à toutes les questions que vous auriez à poser sur le sujet. Merci Antoine de ton intervention. En attendant que peut-être certains se manifestent au niveau des questions, je vais déjà m'en poser une, enfin 2 en 1 en fait. La première est, est-ce qu'on peut jouer de tout? En fait, c'est ça, dans le sens, est-ce qu'on peut lire de tout? Est-ce qu'on peut jouer de tout? Certains SEG ont fait polémique sur notamment le réseau Twitter. En ce qui me concerne, moi j'ai fait un SEG sur l'esclavage et c'est vrai que j'ai eu quelques réflexions pas forcément très agréables. Et ma deuxième observation, est-ce que tous les adultes se sont aptes au jeu? Voilà. Je vais traiter les deux questions séparément. Alors le premier, c'est est-ce qu'on peut jouer de tout? Je ne suis pas certain. Il y a des sujets qui, donc l'esclavage, c'est un exemple. Il y a un autre exemple qui a été, peut-être à celui-là que tu pensais, il y a un dispositif qui a été fait autour de la Seconde Guerre mondiale avec des... Est-ce que vous m'entendez ou pas? Je vois un message. On t'entend beaucoup moins bien en fait. Si je peux remonter le micro. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Voilà, là c'est bon. Donc il y a eu un exemple qui était donc dans le sud de la France, il me semble, un test autour de la Seconde Guerre mondiale. Et donc finalement, il y avait au collège, il me semble. En gros, c'était dans un camp de concentration et certains jouaient les prisonniers et d'autres les capots. Là, on est typiquement dans un cas où c'est vraiment, j'arrive pas à bien voir comment est-ce qu'on peut, on peut s'en sortir dans quelque chose qui est aussi sensible que ça. Ça correspond à ce que disaient Marc Berthoud et Dominique Natanson dans leur bouquin. Typiquement, eux s'étaient toujours refusés à faire des jeux autour de la Shoah. On est sur un sujet qui est hyper sensible et on met potentiellement les gens dans une situation qui est compliquée. C'est-à-dire que je ne sais pas comment a été fait le dispositif autour de l'esclavage, mais dans le dispositif dont je viens de parler autour des camps de concentration, il y a deux problèmes. Il y a le problème du sujet, il y a le problème du fait qu'on va forcer des élèves à se retrouver dans une position qui est pas correcte. Et donc là, pour moi, on rompt le rôle du maître du jeu. Le maître du jeu est celui qui est garant du cercle magique et donc est garant du fait que quand il fait rentrer les gens à l'intérieur du jeu, ils sont protégés. Ils ne vont pas avoir de conséquences négatives. Et donc, voilà, à nouveau, je ne sais pas comment était le, le jeu sur l'esclavage. Si tous les élèves étaient à égalité, à la limite, on est dans quelque chose qui pose moins de problème. S'il faut qu'il y en ait un qui fouette les autres, tout de suite ça va être plus compliqué, pour faire caricatural sur la question. Donc évidemment le plus simple, c'est d'éviter ce type de sujet pour être sûr de ne pas avoir ce type de problème-là. Après, il y a une autre question qui est la modalité de jeu. Un escape game, c'est quelque chose qui se fait à grandeur nature, où on est soi-même dans la pièce souvent. Si on joue avec des Playmobil ou si on joue avec des cartes, on a une distance qui se crée. Et donc à ce moment-là, on peut aborder des sujets qui sont plus difficiles autrement. Donc voilà, c'est ce qu'on fait avec un jeu de rôle. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire avec un jeu de rôle qu'on pourra peut-être faire avec un jeu de cartes. Il y a peut-être cette question-là. On ne peut pas forcément jouer de tout, et puis il y a certains sujets qui seront plus faciles à aborder avec certains dispositifs de jeu que d'autres. C'est mon impression.
Et alors le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on est tous aptes et je pense que c'est aussi vrai chez les enfants que chez les adultes. Il y a une grande inégalité dans la culture ludique déjà. Les, Ça, c'est ce qu'avait montré l'étude de Lydia dont je parlais tout à l'heure, où en fait, dans une situation de jeu, ceux qui ont déjà vécu ce genre de jeu-là ont une longueur d'avance en fait. Il y a une étude qui avait été faite aussi sur les escape games qui montrait que euh, ceux qui avaient déjà fait des escape games avant les sessions qui avaient été l'objet de l'expérimentation, donc ceux qui avaient déjà fait des escape games, avaient une plus grande facilité à prendre le contrôle de l'équipe. Et donc en fait, si dans ce cadre-là, on juge le leadership des gens, on va surtout juger est-ce que les gens ont déjà fait un escape game dans leur vie privée ou pas. En plus du biais de genre dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, il y a vraiment ces questions-là, euh, ces deux points-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est ce qui me vient. Oui, oui, merci. C'est bon. Alors, y a-t-il d'autres questions dans le chat? Alors, ça a un peu coupé, Anne-Claude, si tu peux répéter ta question. Y a-t-il d'autres questions dans le chat? C'était ma seule question. Sinon, je peux en poser une autre. Moi, je prends la parole, hein. Est-ce que vous avez déjà réussi à mesurer, dans le cadre de formation pour adultes, la part de jeu et la part de sérieux chez les participants au niveau de leur engagement? Ben, en fait, c'est très difficile. Donc c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans l'étude dont je parlais en premier, avec le questionnaire. Et donc on a des questions c'est un questionnaire qui avait été développé par Lydia, des questions sur la façon dont les gens voient le temps passer, par exemple. Ou est-ce qu'ils sont immergés, est-ce qu'ils se sentent capables à l'intérieur du jeu. Et ça correspond à des choses qu'on sait être associées au jeu, qui sont souvent reprises dans la définition. Par exemple, est-ce que les gens ont envie de gagner? Euh, donc on peut faire des observations là-dessus. C'est très difficile d'en faire quelque chose de quantitatif. On a des cas qui sont un peu caricaturaux, où on va pouvoir dire que la personne X est clairement en train de jouer parce qu'elle a coché toutes les cases. Une personne Y est clairement pas du tout en train de jouer parce qu'elle a coché toutes les cases contraires. Et puis, il va y avoir des situations qui sont intermédiaires et on n'a pas une définition qui soit suffisamment ferme et quantitative pour pouvoir faire plus que ça. En tout cas, dans ce qu'on a essayé de faire avec Lydia. Donc voilà, c'est un peu ça la difficulté, sachant qu'en plus, les personnes, même si on faisait des mesures, par exemple avec des mesures physiologiques, on aurait un peu plus d'indications, mais d'une personne à l'autre, ça va varier aussi un peu. Et, voilà, c'est un aspect qui est intéressant, mais qui est hyper compliqué. Je suis désolé, c'est une réponse de Normand un peu. Et conséquemment à l'expérience This is the Job, est-ce que vous avez entendu parler d'autres expériences de jeu qui avaient un peu décrédibilisé une instance ou bien la formation qui avait été mise en place? Ou bien est-ce que c'est vraiment anecdotique? Ben, là, en fait, en l'occurrence, je pense qu'ils ont eu un vrai loupé. Mais alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a manifestement, de ce qu'on a eu de l'interview qu'on a eu avec la personne qui est dans Pôle emploi, il y a une certaine injonction à l'innovation qui est ambiante, qui fait que ça pousse un peu les gens à l'erreur. Et là, en l'occurrence, je pense qu'ils ont loupé quelque chose parce que au départ, l'initiative, elle vient de Martinique, il me semble.
Et ils avaient fait, pour autant qu'on ait pu reconstituer les choses, dans le dispositif original, ils avaient un conseiller Pôle emploi dont la consigne était de se retourner systématiquement. Et du coup, de proposer au moins un feedback. Donc finalement, ils gagnaient tous, certains un peu plus que d'autres, mais il n'y avait pas de conséquences négatives. Il n'y avait pas quelqu'un qui se retrouvait face à personne ne se retourne. Et ça, a priori, ça s'est perdu quand ça a été repris en métropole par les quelques agences qui l'ont utilisé. Et donc, du coup, ils avaient ce filet de sécurité qui a été perdu. Et donc là, dans un contexte où il y a une injonction à l'innovation, les gens reprennent ce qu'ils ont vu, qui leur paraît être une bonne idée, et puis ils ne se sont pas forcément rendus compte. Voilà, finalement, Pôle emploi a très vite suspendu l'opération. Je suis persuadé que l'idée que les gens ont de Pôle emploi n'a pas radicalement changé entre avant et après ça. Et par ailleurs, il y a plein d'autres trucs qui vont faire qui sont intéressantes et d'autres trucs qui posent problème. Et puis ça, souvent, c'est des initiatives qui sont faites par des gens de Pôle emploi, donc sans accompagnement, ce qui veut dire aussi que c'est des choses qui sont gratuites. C'est plus compliqué quand il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé pour faire ce genre de choses. Parce qu'à ce moment-là, on va leur reprocher d'avoir dépensé l'argent à quelque chose qui ne marche pas plutôt qu'à aider le demandeur d'emploi. Mais dans ce cas-là, a priori, il n'y a pas eu ce problème-là. Je ne sais pas si j'ai répondu avec ça. Oui, oui. Sinon, dans des actions de formation, est-ce que on a pu prouver que un SEC pouvait avoir plus d'efficacité concernant la coopération entre les membres pendant la formation après la mise en œuvre de ce SEG? Enfin voilà, est-ce qu'il y a une certaine émulation plus que toute autre activité brise-glace? Alors, en comparatif, non. L'étude que je montrais, enfin il y en a deux, dont je parlais tout à l'heure, montre que un escape game peut être efficace pour créer de la cohésion de groupe et pour progresser sur les compétences de travail en équipe. Par contre, il n'y a pas eu de comparatif, c'est-à-dire qu'on sait que c'est efficace, mais on n'est pas sûr que c'est plus efficient que d'autres méthodes. Il y a quand même quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que le scaling up est très très mauvais avec les SEG, en tout cas avec les dispositifs qui sont dans des pièces. Avec le dispositif type tablette dont je parlais tout à l'heure, là on peut monter avec beaucoup de monde, mais sinon c'est très très difficile de faire passer les gens parce que ça prend une heure, qu'il n'y a que 5 personnes dans la pièce et que voilà, donc, même si on enchaîne, c'est typiquement les difficultés qu'ont eu, pour ceux qui connaissent sur Paris, Sapiens, qui a un escape game pour la formation des enseignants. Ils ont eu tellement de succès que ça en devenait difficile parce qu'ils pouvaient faire passer que quelques dizaines de personnes dans la journée, quoi. Donc ça, c'est un des problèmes des escape games en termes de capacité à se déployer quand ils sont enfermés dans une pièce. Sinon, il faut passer par d'autres dispositifs type carte ou une mallette ou autre, enfin en tout cas qui puissent monter en puissance. Merci Antoine pour tes réponses. Est-ce que parmi les participants, il y aurait quelques questions à poser à Antoine Tally? Eh bien, je pense que tu as été très clair au cours de cette Ça doit intervention. être ça. Merci, merci beaucoup Antoine de cet exposé très clair et d'avoir répondu à mes nombreuses questions, hein. Avec plaisir. Euh, Christelle, je te laisse conclure. Alors merci beaucoup Antoine pour cette intervention qui était vraiment très intéressante.
C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer tous ces aspects de cercle magique, effectivement, ce que tu disais par rapport aux émotions, à Pôle emploi, toutes ces choses-là. J'espère que les participants auront eu des réponses à leurs questions. En tout cas, voilà, moi je te remercie beaucoup. Voilà. J'ai appris plein de choses et j'en suis très contente. Bah, moi aussi. Donc, donc, merci beaucoup. Et je vais rendre la parole à Anne-Claude pour clôturer cette présentation. Anne-Claude, c'est à toi. Voilà, eh bien, merci à tous pour votre participation. On se retrouve bientôt pour un nouveau webinaire avec Julien Alvarez. Et d'ici là, nous vous souhaitons de jouer et de créer du jeu. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.